Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la gestion par le département de la Dordogne de ces sites de baignade. Donc le département est propriétaire de 4 sites et donc on voulait vous donner quelques éléments sur les sites et surtout l'historique de cette problématique cyanobactérie qu'on a rencontrée depuis plusieurs années sur chacun de nos sites. Et puis arriver à mettre un petit peu de détails sur toutes les actions engagées par le département en termes de suivi et de prévention. Donc là, on va retrouver un certain nombre de choses qui ont été dites précédemment, mais aussi un axe assez important pour nous sur la lutte contre les proliférations. Et les questions essentielles, c'est lutter contre quoi et comment le faire. Voilà, donc en présentation initiale, vous rappeler ou vous apprendre que le département est propriétaire de 4 sites de baignade. Donc, ils sont répartis de façon différente sur le département. Je vais vous montrer peut-être la carte tout de suite. Vous voyez qu'il y en a 2 qui se situent au nord-est du département, qui sont sur du socle, du cristallin, et puis 2 sites de baignade qui sont plein ouest du département et qui sont là sur des bassins sédimentaires. Donc on a vraiment 2 catégories très différentes de sites. Vous verrez qu'on a donné quelques informations sur les tailles de chacun de ces étangs. Donc c'est des étangs relativement moyens. Alors je ne connais pas bien les configurations des autres plans d'eau dont les uns et les autres gèrent la baignade. Mais on a sur ces 2 sites peu de problématiques de cyanobactéries. Et par contre, sur la partie amont, sur la partie cristalline, des problématiques très fortes de cyanobactéries. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on a quand même des situations des bassins versants assez différents. Donc sur l'amont toujours, de nombreux étangs des 2 côtés, hein, sur les 2 bassins versants différents, alors que sur le bassin sédimentaire, moins d'étangs, avec des étangs assez différents. Hein. On est vraiment dans des situations géologiques et pédologiques très, très différentes. Et puis, globalement, on est quand même sur des paysages plutôt forestiers et ou agricoles. En général, souvent agricoles et forestiers. Donc, ces 4 étangs, en fait, le département a décidé d'ouvrir de la baignade, mais pas seulement. En fait, c'est vraiment des sites qui ont des vocations très multiples. Autant en termes de milieu naturel, puisque la plupart d'entre eux, enfin la moitié d'entre eux sont des sites espaces naturels sensibles du département, donc il y a des activités de découverte nature qui sont proposées, des sentiers de découverte, etc. Donc il y a évidemment baignade et activités nautiques, mais également en fait des activités d'accueil touristique. Il y a des boutiques pour certains, il y a des restaurants, de la restauration possible sur d'autres. Et je voulais aussi dire que le département, les élus, avaient vraiment la volonté de baser le développement local sur ces sites dits bases nautiques, mais qu'on gardait pour tous ces sites un accès libre, donc gratuit à tous ces sites, donc ils sont ouverts totalement au public. Pour information, parce qu'on a parlé de pavillon bleu tout à l'heure, ils sont pour 2 d'entre eux, donc toujours les mêmes, Lagemaille et Gurson, donc ceux de l'Ouest, ils ont le pavillon bleu. Par contre, sur Saint-Estèphe et Roufiac, ça peut évoluer selon les années, les résultats des analyses. Voilà, donc des petites images quand même pour vous donner envie de venir sur nos sites départementaux. Donc c'est vraiment la partie baignade, c'est vraiment le cœur en fait du site. Et on a libéré des espaces plus naturels pour d'autres types de fréquentation autour des milieux naturels et de la découverte de la biodiversité. Voilà, donc le département, depuis les années 2005 à peu près, a engagé des premières analyses sur cette problématique de cyanobactéries. On ne s'occupait avant que de la partie qualité bactériaux, évidemment. Et petit à petit, en fait, le service est aussi est devenu de plus en plus compétent en fait en faisant faisant faire au début des études diagnostiques, puis des premières rédactions en régie des profils de baignade. Donc à la différence des gestionnaires du lot, là on n'a pas un intervenant, on n'a pas un prestataire technique pour nous faire nos profils.
on les a réalisés en régie, en interne. Voilà, puis vous allez voir qu'on a des problématiques assez différentes sur les sites, mais on fait aussi quelques expérimentations. Donc on a fait en 2012 sur l'un des sites un essai d'aérateur qui malheureusement n'a pas été concluant parce que ça aurait été vraiment miraculeux d'avoir la première solution la première fois qu'on essayait, mais non, bon, ça n'a pas été le cas. Et puis on est rentré, vous le verrez un peu plus loin, dans des opérations coordonnées en fait sur l'ensemble des bassins versants amont des plans d'eau, et donc ce qu'on appelle le contrat territorial doux. Donc c'est l'amont d'un des plans d'eau, le plan d'eau de Saint-Estèphe, qui a été finalement notre première opération qui vise maintenant à être reproduite sur l'autre étang de Roufiac. Donc on a mis en place évidemment des procédures de suivi que je vous détaillerai tout à l'heure. Et puis cette année, on a fait un deuxième essai, une deuxième tentative d'utiliser des systèmes de diffuseurs d'ultrasons sur Roufiac. Malheureusement, alors peut-être qu'on n'a vraiment pas de chance, mais malheureusement, c'est pas concluant, pas sur l'utilisation des ultrasons, mais sur les machines qu'on a utilisées, puisque à peine installées, il y en a 2 sur 3 qui étaient en panne, et donc on n'a aucun retour finalement d'expérience qui peut être utilisable pour savoir si effectivement ça a marché en 2020. Donc il faut qu'on fasse un retour avec l'entreprise qui les avait installés, puisque c'est vraiment un problème de matériel et pas forcément d'efficacité du dispositif. Voilà, donc nous, on a pris connaissance, comme tout le monde, des nouvelles préconisations de l'ANSES, et donc on va voir cette année comment on va adapter en fait notre politique de gestion et de suivi à ces nouvelles préconisations. Donc les 2 axes que je vous ai annoncés en introduction, donc il y a l'action, le suivi de la prolifération des cyanobactéries et la prévention, c'est quand même notre objectif numéro 1, la prévention de la santé des baigneurs. Et le deuxième axe, donc sur la prolifération, comment améliorer les situations et éviter d'être en gestion de crise, ce qui arrive quand même fréquemment sur 2 de nos sites. Donc voilà le protocole de suivi. Alors vous allez retrouver des choses qui ressemblent de temps en temps au lot, de temps en temps à ce que nous a présenté l'ANSES ce matin. Mais on a donc 2 surveillances en place, une surveillance visuelle, donc là c'est sur le plan d'eau lui-même, et la surveillance analytique qu'on a essayé de représenter, voilà, et ces 2 surveillances qui permettent de prendre les dispositions et les arrêter en fait sur les sites. Donc la première surveillance, c'est effectivement sur la baignade, les maîtres nageurs sauveteurs et les gardiens des sites, puisque sur chaque site, il y a des gardiens qui sont des agents du conseil départemental. Au vu de la situation, s'il n'y a pas d'efflorescence, s'il n'y a pas vraiment de choses particulières, on note une situation dite normale au niveau visuel. Si la situation est anormale, à ce moment-là, le maître nageur sauveteur, en général, n'ouvre pas la baignade. Donc, ce n'est pas la baignade qui est fermée, c'est un arrêt momentané en fait, de la baignade. En parallèle, on a donc le suivi analytique de tous ces plans d'eau. Alors, on en fait beaucoup. Alors, contrairement aux collègues, on n'a pas allégé, nous, notre protocole. L'ARS, dans le contrôle sanitaire, on fait à peu près 2 par mois. Et nous, on complète pour en faire finalement 1 par semaine, où on a le dénombrement et l'analyse des toxines, donc 1 fois par semaine, sur l'ensemble de nos plans d'eau. Et selon le niveau le nombre de cellules de nos échantillons, on a des seuils et des niveaux différents qui sont donnés sur le site. Je ne suis peut-être pas très claire, mais voilà, si on a un taux de cellules inférieur à 20 000, le seuil est normal, la situation est normale. Si localement, il n'y a pas de problèmes visuels notés par les maîtres nageurs, la situation est donc normale, il n'y a aucune condition qui sont requises pour la baignade. Si on est entre 20 000 et 100 000 cellules, nous, on estime être dans le niveau 1, donc on commence à informer le public de la présence de ces cyanobactéries. On conseille fortement la douche,
Et évidemment, on affiche les résultats, comme tous les résultats faits sur le site sont affichés. Donc là, pour la formation du public, on a des maîtres nageurs sauveteurs et on a des gardiens, donc on a les possibilités humaines en fait d'informer le public. Et sur les sites, chacun des sites de baignade, il y a des mégaphones où on annonce oralement en fait les conseils qui sont donnés à tous les publics. Si on dépasse les 100 000 cellules par millilitre, comme on fait en même temps le dénombrement et la surveillance des toxines, il y a deux cas qui peuvent arriver. Soit on est en dessous des 13 microgrammes par litre, soit on est au-dessus. Si on reste en dessous des 13 microgrammes par litre, on a décidé de faire un seuil intermédiaire, donc le seuil niveau 2, où on interdit la baignade aux enfants de moins de 6 ans. Alors, avec les mêmes conditions, on informe le public, on affiche les résultats et on fait ces appels au mégaphone pour que les enfants de moins de 6 ans ne se baignent pas. Pourquoi les enfants de moins de 6 ans ? Je sens qu'il y a des questions qui vont peut-être être posées. En fait, on a estimé que c'est en dessous de 6 ans, les enfants pataugeaient en fait, dans l'eau, pouvaient être amenés plus ingérés d'eau que les enfants plus âgés, qui savent nager en l'occurrence. Et donc, on pense que c'est les personnes vraiment à risque. Donc, on a ciblé vraiment les enfants sur ce seuil de niveau 2. Évidemment, si on dépasse les seuils de microcystine au-delà de 13 microgrammes par litre, la baignade est fermée et il y a une interdiction également de certaines activités nautiques sur le site. Voilà, donc les appels au mégaphone sont réitérés toutes les heures pour expliquer vraiment au public présent pourquoi la baignade n'est pas ouverte, pourquoi elle est fermée en l'occurrence, et il y a une surveillance, les maîtres nageurs restent sur place, donc il y a une surveillance, on veille à ce que cette préconisation soit respectée. Si on est au seuil de niveau 3, vous verrez qu'on repart quand même pour faire une analyse assez rapide pour éventuellement réduire le délai et la période de fermeture de la baignade. Voilà, vous verrez que si jamais sur la plage, on voit des dépôts ou des efflorescences, évidemment, non seulement on ferme temporairement la baignade, mais aussi on procède à l'évacuation des dépôts, puisqu'on a des gardiens et donc des équipes sur place qui peuvent le faire. Voilà ce protocole. Alors, il est noté validé en interne. En fait, les élus ont voté par une délibération ce protocole de suivi. Et donc, c'est une délibération qui est passée au contrôle de la légalité et qui est connue évidemment des services de l'État et notamment de l'ARS. Alors, j'arrive plus à passer la diapo. Si, là, voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que je viens de dire, mais donc l'axe 1, il est vraiment le suivi de la qualité des eaux en partenariat avec l'ARS et le laboratoire départemental d'analyse et de recherche, le LDAR. Donc, c'est eux qui font les prélèvements et c'est eux qui font les analyses pour le compte du département. Donc, c'est un laboratoire départemental. Donc, en fait, c'est des collègues d'un service départemental. Donc, on a bien un calendrier commun d'analyse. On alterne entre les analyses sanitaires pour le contrôle sanitaire et les analyses du gestionnaire de baignade. En fait, on les gère absolument pareil, quelle que soit l'origine de l'analyse, on a le même protocole. Et donc, on transmet à l'ARS l'ensemble des analyses, qu'elles soient, là encore, de notre fait ou du contrôle sanitaire. Et donc, en parallèle de cette procédure, on vous a dit que les maîtres nageurs sauveteurs avaient une importance, en fait, sur les sites. Tous les jours, ils sont sur site pour ouvrir la baignade. Et donc, on les forme au début de chaque saison à la reconnaissance des cyanobactéries pour pas qu'il y ait de doute et qu'ils assurent cette surveillance dans des bonnes conditions. Évidemment, ils ont le suivi, le cahier de suivi qui est réglementaire, qui note tous les jours. Et puis, une information sur site. Pour nous, c'était important que le public soit bien informé. Donc, les alertes mégaphones, comme je vous en ai parlé, mais évidemment, les résultats sont affichés. Et puis, en plus, on avait créé des petits panneaux pour dire que, en fait, la baignade, il y a des risques.
Alors, on parle souvent que des cyanobactéries, mais un des premiers risques, c'est quand même la noyade. On est désolé de le rappeler aux gens qui viennent sur nos plages. Donc, rappeler qu'il y a des risques de noyade, qu'il y a des risques liés à la qualité de l'eau, aux bactéries et aux cyanobactéries, et que ces 3 risques doivent absolument être pris en compte quand on ouvre, qu'on met le drapeau vert, c'est que tous les signes sont positifs. On connaît cette signification en bord de mer en général, et là on essaye d'éduquer la population qui vient sur les sites départementaux, à avoir la même approche de ces risques autour de la baignade. On a également mis en place un... Alors, est-ce que j'arrive à... J'arrive pas... Excusez-moi, j'arrive pas à passer la diapo suivante. C'était pas ça. Petit problème technique. Pas de souci, c'est les joies du direct. C'est les joies du direct et du multi-écran. Excusez-moi, voilà, je voulais vous montrer cette diapo-là. Donc, c'est sur le site internet du département, on a voulu mettre en place une information la plus précise possible pour tous les gens qui étaient intéressés pour aller ou qui ont été sur le site. Et donc, bon, alors l'image n'est pas forcément de bonne qualité, mais là, vous retrouvez donc le département, nos 4 sites de baignade. Et dès qu'on a des nouvelles analyses, on met à jour en fait le petit pictogramme, c'est vert, rouge, orange, etc. pour savoir le niveau d'autorisation de la baignade. Je me trompe en fait, non, c'est vert mais avec douche conseillée ou pas les enfants ou interdiction de baignade, donc vous voyez dans la légende. Et en plus, si on clique sur le petit icône, on peut retrouver dans des pièces jointes l'ensemble les dernières analyses en fait qui sont présentées. Donc on a vraiment essayé de donner l'information la plus transparente possible à tous les usagers de nos plages. Voilà, donc évidemment, mais je crois qu'il y a un intervenant qu'on a parlé ce matin, des articles récurrents dans la presse quand il y a évidemment des problèmes de fermeture, des problèmes de qualité, etc. Et donc, bien dire qu'on essaie de faire comprendre ce risque et que fermer la baignade, on n'a jamais envie de le faire, mais que c'est vraiment pour la sécurité de nos usagers et que, comme ailleurs, en fait, c'est ça qui mène la décision du département. Alors, la diapo n'est pas forcément lisible, mais vous voyez que les résultats que peuvent prendre nos bilans en fait en fin de saison. Donc là, j'ai choisi Roufiac, donc un étang qui est donc qui a des problèmes de cyanobactéries importants. Donc pour chaque analyse, chaque semaine, on garde en mémoire le nombre total de cyanobactéries. On a gardé le nombre de cyanobactéries toxinogènes, comme ça nous permettra peut-être d'aller un peu plus vite pour la saison 2021 et d'avoir des données sur les volumes cellulaires et peut-être pouvoir transférer assez rapidement notre mode de suivi avec un mode opérationnel. Les souches dominantes, vous voyez qu'elles peuvent changer en cours de saison. On a beaucoup de microcystis sur ce site-là, mais il y en a d'autres qui prennent de temps en temps le relais. Là, vous voyez que, alors je me trompe toujours en prononçant les noms de nos bien-aimées cyanobactéries, les Merismopédia. Donc, elles commencent à prendre vraiment le pas dans certaines conditions qu'on n'a pas encore vraiment compris. À quel moment, quels sont les déclencheurs, voilà, quelles sont les conditions les plus favorables pour l'une ou pour l'autre. Et vous voyez qu'elles, sur ce site, elles alternent. En début de saison, on n'avait pas les mêmes qu'en fin de saison. Donc, en termes d'interprétation, chaque année, on fait un bilan. Donc, vous voyez bien, comme je l'ai dit, que les concentrations sont assez fluctuantes au cours de l'été. Évidemment, entre les sites, elles ne sont pas du tout comparables. On a des spécificités sur chaque site et on voit également que les toxinogènes ne sont pas forcément corrélés à la concentration totale de cyanobactéries. Je vous ai mis le graphique là, en bleu c'est le résultat total des cyanobactéries et en rouge les toxinogènes. Donc vous voyez qu'il y a eu un pic à cette période-là de l'année en fait où il y a eu un développement de cyanobactéries mais qui étaient non toxicogènes.
toxinogène, pardon, et qui en fait était moins impactante, moins risquée que ce pic-là, qui était en fait assez parallèle entre non toxinogène et toxinogène. Avec le suivi visuel, on a d'autres informations qui sont plus fines, j'allais dire, sur le cours de la journée. On a sur ce site-là eu des blooms apparus de nombreuses fois. On a mis 6 fois sur la deuxième quinzaine de juillet, plusieurs fois au mois d'août. Et en fait, on a toujours la même situation, une apparition en fin de matinée d'un bloom qui disparaît assez rapidement en début d'après-midi. Donc, on a évidemment des hypothèses. La plage est face au vent dominant qui se lève à ce moment-là de la journée et qui s'arrête dans l'après-midi. Donc, on suppose, pour l'instant, c'est qu'une supposition, que le vent, peut-être plus le vent que les courants, ramène les cyanobactéries de surface sur la zone de baignade. Et donc, on a eu de très nombreuses fermetures momentanées de cette baignade. Donc, les deux surveillances sont donc complémentaires. Et vraiment, moi, j'insiste, comme certains de mes collègues ce matin, et l'autre également, sur l'intérêt d'une surveillance visuelle quotidienne. En fait, là, on a des gens qui sont sur le site toute la journée et qui peuvent voir ces fluctuations journalières qu'on ne voit pas du tout dans le suivi analytique, puisqu'on fait une surveillance une fois par semaine. Voilà, le deuxième axe de réflexion du département, c'est donc essayer de faire en sorte que ces blooms n'apparaissent plus, apparaissent moins souvent. Et donc, on a deux cibles pour notre action. C'est lutter contre le phosphore, qui est manifestement un facteur important. Moins il y a de phosphore disponible, moins les cyanobactéries devraient se développer. Et donc, on travaille à la fois sur les flux, voilà, tout le bassin versant de certains étangs amène ou sont susceptibles d'amener du phosphore dans notre étang de baignade, et puis travailler sur la charge interne, puisque on a récupéré, j'allais dire, on a hérité de ces étangs avec beaucoup de sédiments déjà dedans, peu de gestion interannuelle de ces sédiments, donc en fait on a stocké tous les sédiments sur des dizaines d'années. Et sans vidange, sans gestion particulière, on cumule en fait le phosphore à l'intérieur de nos étangs. Je vous avais remis un petit diagramme sur l'apport en phosphore en fait du bassin versant de Roufiac, qui était dans notre profil de baignade. Et donc il y avait bien les 3 filières qui pouvaient fournir du phosphore sur le bassin. Donc une partie agricole, avec une enquête sur le type d'élevage qu'il y avait sur le site, le type d'agriculture et quel apport d'engrais était fait sur les terres agricoles. L'assainissement collectif, donc là c'est plus facile parce qu'on est en milieu rural, donc on a très peu de stations, mais on les connaît bien. Donc là, on avait identifié une station à Glandon. En plus, c'est pas dans le département de la Dordogne, c'est chez nos voisins. Mais peu importe, voilà, qui pouvait être fournisseur, j'allais dire, de phosphore pour notre étang. Et puis, l'ensemble des assainissements individuels. Donc là, on travaille avec les SPANC des territoires pour avoir une idée du nombre de rejets d'assainissement d'ANC qui ne seraient pas conformes. Donc on a essayé au moins d'avoir des masses des kilos par an apportés par l'ensemble du territoire sur le bassin. Et là, on est arrivé quand même à plus de 2 tonnes et demie de phosphore sur le bassin versant. Excuse-moi Martine, oui. On a dépassé un peu les temps. Ah oui, je suis trop bavarde. Merci. Donc, je vais essayer d'aller vite, pourtant c'est très intéressant. Donc, on a aussi ciblé l'action directe sur les cyanobactéries. Donc, en fait, on a fait l'ensemble des possibles. Donc, ce tableau, c'est juste pour vous évoquer toutes les pistes qu'on suit dans le département de la Dordogne sur nos étangs. Donc, on va essayer de travailler sur le flux. Donc là, on peut travailler sur les pratiques agricoles, on peut travailler sur l'assainissement, on peut travailler sur la gestion des étangs, puisqu'il y a souvent des étangs en cascade qui amènent finalement à notre étang de baignade.
Et on peut travailler sur la charge interne de l'étang, donc on a toujours plein d'idées techniques, et puis après on a essayé de connaître leur efficacité et puis de valider avec les élus. Donc sur la charge interne, on peut curer, on peut remobiliser les sédiments et permettre avec des vidanges ou avec des chasses hivernales de les faire passer dans le cours d'eau qui est attenant au plan d'eau, des assèchements prolongés, le chaulage, on avait entendu parler d'expériences de chaulage qui auraient pu être intéressantes, et puis fabriquer des zones de décantation en amont pour éviter que les sédiments intègrent notre bassin et s'accumulent à proximité du barrage ou bien des plages selon où elles sont situées. Et donc, on voulait aussi agir sur les cyanobactéries. Donc, je vous ai parlé des 2 initiations, expérimentations autour des aérateurs et des ultrasons. Et donc, vous voyez que pour chacune de ces actions proposées, on a essayé de voir quel effet à court terme ou à long terme on pouvait espérer en mettant en place ces opérations. Donc, toutes les opérations sur le flux à court terme, c'est assez évident pour les techniciens, mais voilà, il n'y aura pas d'effet tout de suite sur nos sites. Par contre, à long terme, on peut avoir des très très bonnes efficacités sur les pratiques agricoles et sur l'assainissement notamment, mais aussi sur la gestion des étangs. Et en fonction de toutes ces analyses, en fait, on a proposé les actions et la direction générale et les élus ont validé ou invalidé un certain nombre de nos actions. Donc, pour faire rapide, ils n'ont pas voulu ni faire de curage, non seulement pour des coûts importants de mise en œuvre, mais également avec des risques de remettre en fait des couches de sédiments profonds qui pourraient être encore plus chargés en phosphore que ceux qui sont actuellement, les remettre en contact avec l'eau et peut-être finalement avoir plus de relargage de phosphore après un curage qu'avant. Les élus n'ont pas non plus voulu des assèchements prolongés. Pourtant, il y avait une très très bonne efficacité, mais vous avez compris que c'était vraiment des sites importants pour le développement économique et pour l'animation du territoire, et n'ont pas voulu non plus se lancer dans du chaulage avec des effets, des méthodes assez controversées. On en a parlé ce matin aussi de poudre de perlimpinpin que certains nous prônent. Donc ça, les élus ont été très clairs. On ne veut pas déstabiliser le milieu et surtout pas être capable de revenir en arrière si on voit que la méthode n'est pas efficace. Voilà, pour faire rapidement, donc il y a une petite synthèse sur ce qui a été fait. Donc on a fait vraiment une très grosse opération sur le bassin versant amont de Saint-Estèphe. Alors je suis désolée pour Épidore, c'est pas sur le bassin de la Dordogne, mais c'est sur le bassin de la Charente. Mais voilà, on a acquis des étangs, on les a mis aux normes, on les a effacés, on a créé des zones humides, on a amélioré des pratiques agricoles. On avait un très bon partenariat avec la Chambre d'agriculture qui a fait une animation sur place. On a travaillé avec les SPAN, comme je l'ai dit. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé ce matin, mais on a fait un travail avec l'agriculture et l'élevage pour la mise en défense des ruisseaux. Donc, prévoir déjà des barrières pour pas que les bovins viennent dans les petits ruisseaux qui amènent l'eau jusqu'à notre étang de baignade, et mettre des abreuvoirs pour que les bovins puissent quand même réussir à avoir de l'eau disponible. On a mis en place des vidanges régulières de nos étangs. Ça veut dire aussi la construction de bassins de décantation, de pêcheries, de faire des pêches de sauvegarde et un suivi, là pour le coup analytique, de toute la phase de vidange. Et on a même créé un comité de gestion piscicole pour que ces étangs qui servent également à la pêche, j'ai oublié de le dire en introduction, en fait la pratique de la pêche et puis les empoisonnements successifs peut être adapté à notre planning de vidange sur l'ensemble de nos sites. Les sites départementaux, on a essayé d'être exemplaires, donc on a mis aussi aux normes nos assainissements sur place, et puis les tests. Et puis bon, pour être encore vraiment très très rapide, les perspectives. Effectivement, notre expérience sur l'un des bassins, donc de Saint-Estèphe, on veut vraiment refaire la même chose sur le bassin de la Haute-Loue, donc qui est le bassin versant de Roufiac. Et donc là, on a commencé les diagnostics en 2020 sur les étangs, parce qu'il y a beaucoup d'étangs sur la partie amont. Sur les pratiques agricoles, on a continué à travailler avec la Chambre d'agriculture pour ça. Et d'ailleurs, on a répondu à l'appel à projet de l'agence sur les zones humides. Donc on va espérer que mettre tous ces partenaires autour de la table
les syndicats de bassin versant, le SMDBI, c'est le syndicat du bassin de l'île, le CEN Nouvelle-Aquitaine, donc Conservatoire des espèces naturelles, les comités de communes, et puis on a essayé de vraiment mettre tout le monde autour de la table pour avoir toutes les chances de réussir et de réussir assez vite, parce que finalement, ça nous prend quand même beaucoup de temps. On fait des opérations sur 4, 5, 6 ans, et c'est vrai qu'on aimerait avoir des résultats un peu plus rapides, mais voilà, la réponse du milieu n'est pas forcément aussi rapide. Et puis, dans les perspectives, c'est la nouvelle directive, on ne sait pas sous quelle forme, les nouvelles recommandations, j'allais dire, de l'ANSES, comment elles vont être traduites, est-ce que ça va être de la réglementation ou pas. Manifestement, on va avoir que des recommandations, et comment on va s'adapter à faire des calculs en fait de ces biovolumes pour la gestion du quotidien de nos baignades. Donc en conclusion, je vais terminer là-dessus. En termes de prévention, nous on compte sur le suivi et sur place et le suivi analytique. Donc ça veut dire des moyens humains, des moyens financiers que le département qui est gestionnaire de ces baignades a décidé de mettre pour préserver la pratique. Des actions alors curatives ou préventives selon de quel point de vue on se place, mais on va faire entrer tous les partenaires du territoire amont qui ont un intérêt en fait à ce que la baignade persiste et ce que l'animation sur ces sites départementaux persiste. Donc mettre tout le monde autour de la table pour construire un partenariat et construire un plan d'action qui va avoir des effets efficaces sur notre problématique. Et puis, on a quand même toujours des doutes sur le manque de données. On a beau suivre tous les ans depuis de nombreuses années, on n'arrive pas à anticiper quelles sont les conditions qui font qu'il y a un bloom de telle espèce ou de telle autre. Et on émet souvent des suppositions, on émet des hypothèses, et qu'on aimerait bien commencer à creuser sur cette piste plus scientifique que de gestionnaire. Et notamment, on a l'impression qu'une vidange sans assec prolongée, ça a très peu d'impact sur les années suivantes. On n'a pas de corrélation très probante entre les résultats de cyano et la météo. Par contre, on a l'impression que selon les amplitudes thermiques journalières, c'est plus ou moins favorable au bloom. Donc ça, c'est une chose qu'on va essayer de creuser. Je contacterai sans doute les collègues du Lot pour savoir s'ils ont fait des analyses comme ça sur des amplitudes thermiques. Est-ce que ça a un effet en fait sur le développement? Et puis la progression de la réglementation, voilà comment on va le gérer dans les années à venir. On se pose beaucoup de questions sur la réaction du public et de nos collectivités face aux risques sanitaires et juridiques. Okay. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Martine. Du coup, le temps de questions va être très limité. Alors, je crois qu'il y en avait beaucoup sur les ultrasons et j'aimerais la poser peut-être à l'ensemble des intervenants. Est-ce qu'on a un retour d'expérience là-dessus? Moi, je veux bien intervenir. Donc, c'est Jean-François. Oui, bien sûr. Tu peux allumer ta caméra, merci. Je comptais en parler dans mon exposé de conclusion, mais concernant les ultrasons, oui, il commence à y avoir de nombreux retours d'expérience. Notamment, il y a eu un très bon article qui a été fait par un collègue néerlandais qui montre que leur efficacité est quasiment nulle, pour dire les choses comme elles sont, et que les rares publications où en fait il était suggéré qu'il y avait une efficacité, quand on regarde vraiment les données en détail, on se rend compte que ça relève plus de l'artefact que de la démonstration réelle de l'efficacité. Donc, je pense que sur les ultrasons, il commence à y avoir une unanimité assez grande sur leur inefficacité.